Les maladies cardiovasculaires, deuxième cause de décès juste après le cancer, première cause chez les femmes. Les chiffres clés, les conseils de prévention, on voit ça tout de suite avec mes invités. Cher, vous dirigez l'équipe d'hypertension artérielle du Centre de diagnostic et de thérapeutique de l'Hôtel-Dieu. Avec d'autres médecins, vous avez édité ce fascicule très complet sur l'hypertension artérielle. Docteur Stéphane Manzo-Silberman, vous êtes cardiologue à la Riboisière et vous intervenez également au nom de la commission Cœur des femmes de la Fédération française de cardiologie. Et vous, docteur Olivier Hoffmann, vous êtes cardiologue, ancien président du Collège national des cardiologues français. On va commencer avec vous, Olivier Hoffmann. Les maladies cardiovasculaires, c'est 150 000 décès par an, c'est ça? Oui, c'était la première cause de décès en France. Et les cancérologues, le cancer nous a battus, c'est devenu la deuxième cause. On a dû progresser. Complète, hein, cardiologue, cancérologue, c'est là. Exactement. Là, on a perdu la pole position et tant mieux pour les patients grâce au traitement des différents facteurs de risque. Alors, on va les scanner assez rapidement, c'est les facteurs de risque. Le cholestérol, ou plutôt LDL. Alors, c'est quoi la différence HDL, LDL? Le public s'y perd toujours. Oui, le cholestérol, c'est le cholestérol total, mais ce qui nous importe, c'est le mauvais cholestérol. C'est le cholestérol qui se dépose sur les artères. Et alors, celui-là, c'est le LDL. Le bon cholestérol, c'est le cholestérol éboueur qui ramène le cholestérol des artères vers le foie. Quand on lit ces analyses, si on a un chiffre à regarder, c'est en dessous de quoi? De 1,60, c'est ça? Pour le cholestérol total, oui. Après, ce qui nous importe, est-ce que le bon cholestérol est élevé, c'est-à-dire au-dessus de 0,60 grammes par litre, et à ce moment-là, c'est familial, génétique, on a de la chance. Et le mauvais cholestérol ne doit pas dépasser, en gros, 1,40 grammes par litre. Il y a une controverse en ce moment à propos des statines. On n'arrête pas ces statines sans en parler à son médecin, c'est ça? Exactement. C'est lui le décisionnaire. S'il vous a prescrit une statine, vous en parlez avec lui, en particulier si vous avez des effets secondaires, mais peut-être on y reviendra. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on est en prévention secondaire, c'est-à-dire on a fait un événement cardiovasculaire comme un infarctus, ou est-ce qu'on est en prévention primaire, on n'a fait aucun événement, mais on veut être dans les clous par rapport au chiffre de cholestérol. Le diabète. Le diabète, c'est plus de 5% de la population. C'est une épidémie, c'est une endémie, ça explose. Pourquoi? Les sucres qui sont par exemple dans les sodas, la fast-food. Et il va falloir lutter parce que le diabète est une des causes très importantes de maladies cardiovasculaires. Alors, il y a d'autres choses. Il y a la sédentarité, l'activité physique qui est importante. On va y revenir. Le tabac, le stress, les antécédents familiaux. Mais j'ai deux questions à vous poser. Les dépôts d'athérome, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en fait la graisse. L'athérome, c'est composé des différents facteurs de risque, du cholestérol, du tabac, du diabète, de l'hypertension. Et ces dépôts de graisse d'athérome vont se déposer sur les artères ici carotides à destinée cérébrale, les artères coronaires qui irriguent le cœur, les artères de jambes, elles se déposent un peu partout. Boucher, en fait. Le score calcique, alors qu'est-ce que c'est? Le score calcique, c'est le dépôt de calcium sur les artères du cœur, sur les coronaires, et plus ce score est élevé, c'est-à-dire plus il y a de dépôts, plus vous êtes à risque de faire un événement cardiovasculaire type infarctus dans les années qui viennent. Alors, un des autres gros facteurs de risque, professeur Blacher, c'est l'hypertension artérielle. Alors, l'hypertension artérielle, c'est votre dada, hein. Les Américains l'appellent le silent killer. L'hypertension, ça touche à peu près 15 millions de personnes en France, dont beaucoup ne sont pas dépistées. Et pourtant, l'hypertension, c'est pas une fatalité. Alors, pour qu'on comprenne un peu mieux l'hypertension, si je vous dis 14,8, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Le premier chiffre, c'est le niveau de pression artérielle au moment où le cœur se contracte. Donc le maximum de la pression artérielle dans tout le circuit artériel. Ça, c'est 14. C'est 14. Et puis le deuxième chiffre, 8, eh bien, c'est le niveau de pression artérielle à la fin de la période de relâchement du cœur. Donc c'est la pression la plus basse dans les artères. Les artères sont un organe qui est un organe qui se contracte et qui se dilate. Et c'est grâce à cette compliance, cette distensibilité des gros troncs artériels que la pression reste supérieure à 0 au moment où le cœur ne fait plus avancer le sang. À partir de quel moment on commence à parler d'hypertension artérielle? 14 pour le premier chiffre, ou 9 pour le deuxième chiffre. D'accord. Donc 14,8 c'est normal et 14,9 on est déjà hypertendu, c'est ça?
9, on est hypertendu, 14, on est hypertendu. D'accord. Donc 14-9, on est hypertendu, 13-9, on est hypertendu, 15-10, on est hypertendu. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dépistés. Qu'est-ce qu'on fait? Périodiquement, il faut prendre sa tension, c'est ça? Il faut qu'à chaque consultation médicale... Si je suis jamais malade, je ne vais jamais chez le généraliste. Ouais, mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. Il faut que les Français aient une meilleure culture de prévention. Oui. Vous n'êtes pas malade, mais vous avez dit que l'hypertension, c'était le silent killer. Et donc peut-être que finalement, même si vous n'avez aucun symptôme, vous êtes malade sans le savoir. Dr Knock. Et donc, vous devez faire prendre votre pression artérielle en consultation de médecine générale, en consultation de médecine scolaire, en consultation de gynécologie. Je peux acheter un petit appareil aussi. Alors, vous pouvez aussi dépister vous-même une éventuelle hypertension artérielle avec les appareils d'automesure. À partir de quel âge il faut faire ça? C'est une question difficile parce que plus on est jeune, moins on a de risques d'être hypertendu, et plus on est âgé, plus on a de risques d'être hypertendu. On dit habituellement qu'à partir du moment où on prend sa retraite, 60-65 ans, on a une chance sur 2 d'être hypertendu et donc une chance sur 2 d'être normotendu. Par contre, à 20 ans, il y a moins de 10% de la population qui est hypertendue. En 2 mots, pourquoi c'est dangereux l'hypertension? Parce que ça va générer une fatigue de tous les organes qui sont vascularisés, c'est-à-dire de tous les organes de l'organisme, le cerveau, les reins, le cœur. Le risque, c'est quoi? C'est l'AVC, c'est quelque chose comme ça? C'est l'accident vasculaire cérébral, effectivement, c'est l'infarctus du myocarde, c'est l'artérite des membres inférieurs, c'est les anévrismes au niveau de l'aorte, c'est la démence, on n'y pense pas souvent, c'est la fibrillation atriale, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est l'insuffisance rénale, la dialyse, bref, tous les organes. Vous avez mis le moral à zéro là. Je suis désolé. Notre ennemi, c'est quoi? Notre ennemi, en 2 mots pour conclure, c'est le sel? C'est l'ignorance. Ah, c'est l'ignorance. Vous avez dit mais le sel vous-même, aussi. il faut qu'on sache si on est hypertendu ou pas. Alors après, pour prévenir l'hypertension artérielle, et c'est un sujet extrêmement important, il y a 4 éléments sur lesquels on peut agir. Il y a le sel, Rapidement. il y a l'activité physique, il y a l'obésité, la surcharge pondérale et l'obésité, il y a la consommation d'alcool. Et il y a un 5e élément, moi je vais vous le dire. Pour lutter contre l'ignorance, il y a ce petit fascicule, il faut le télécharger sur votre site, rappelez votre site. Ah, vous vous rappelez pas. Alors, on peut le trouver aussi sur le site des entretiens médicaux d'Anguin, www.eme-vo.com, et on peut le télécharger. Alors, docteur Manzo-Silberman, les femmes dans tout ça? Les maladies cardiovasculaires, c'est la 2e cause pour la population générale, pour les hommes, mais c'est devenu la première cause de mortalité pour les femmes. Et les femmes ne le savent pas? Non, pas assez. On a eu... c'est votre combat à la fédération, hein, c'est ça? Exactement, c'est un axe de travail de la fédération, de la Société française de cardiologie. C'est 2 grands axes pour promouvoir une amélioration des connaissances et surtout la prévention. Première cause de mortalité, de plus en plus de femmes sont hospitalisées pour des infarctus du myocarde, et l'autre point préoccupant, elles sont de plus en plus jeunes. Les moins de 60 ans ont augmenté de plus de 20%. Un des points importants quand on parle d'infarctus, hein, c'est le truc classique, la douleur dans le bras, la pression thoracique, on souffre terriblement. Pas chez les femmes, pas toujours. Pas toujours. Il y a cette douleur dans plus de 2 tiers des cas, mais elle est plus fréquemment associée à d'autres signes que chez les hommes. D'autres signes qui peuvent être des douleurs dans la nuque, une sensation de nausée, de fatigue inhabituelle, des palpitations. Plus de signes associés à cette douleur thoracique. Ça arrive que des femmes fassent des infarctus sans s'en rendre compte finalement? Ça peut arriver, notamment si elles sont diabétiques. Chez le patient diabétique et chez les plus jeunes, on a moins souvent les signes plus stéréotypés de la douleur. Elles ont aussi, en cas d'infarctus, un pronostic vital moins favorable. Et est-ce que c'est parce qu'elles sont plus dures à la peine et elles appellent, ou elles reconnaissent moins bien leurs symptômes et elles appellent plus tard en fait les secours? Je crois qu'elles appellent 15 minutes plus tard en moyenne. Exactement. Ce qui est beaucoup. Ça compte 15 minutes pour des cellules du cœur, ça compte beaucoup. Ces cellules ne se régénèrent pas, donc ça va être des cellules perdues. Donc toute une masse du cœur qui sera cicatricielle, qui sera perdue. Elles appellent plus tard, mais ce n'est pas le seul facteur explicatif à cet excès de mortalité, et qui est multiplié par un facteur jusqu'à 2. Et la mortalité précoce durant la phase hospitalière, durant les 2-3 jours de l'hospitalisation pour un infarctus du myocarde, et elles auront presque 2 fois plus de chances d'en décéder qu'un homme. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les femmes aujourd'hui, c'est des hommes comme les autres, hein, tabac, sédentarité, stress, alcool, les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc elles doivent penser aux maladies cardiovasculaires. La prévention, les mêmes causes, voire plus, le tabac, l'hypertension chez les femmes semble être encore plus toxique et favoriser les maladies cardiovasculaires. Voilà, alors si vous devez retenir
un chiffre de cette émission, c'est le 15. Hein. Le 15, donc il ne faut pas tarder à appeler, et surtout vous, mesdames, hein, c'est le message qu'on veut faire passer, il ne faut pas tarder à appeler, et en attendant l'arrivée des secours, il faut pratiquer le massage cardiaque. Alors, j'ai des cardiologues autour de moi, Dr Hoffman, vous allez me montrer un petit peu le massage cardiaque, comment on fait. Alors, en premier, voilà, la position des mains. Je suis en sécurité totale, parce que voilà, alors, rien ne peut m'arriver. La position des mains. En dessous du micro, il y a le sternum. On met les mains en croix. Ce qui est important, en fait, c'est que quand le patient, il faut allonger le patient sur une surface dure, et il faut être à l'aise parce que on va masser longtemps et c'est fatigant. Donc il faut être plutôt à genoux, être dans une position confortable et masser. Okay. Alors la pression. Une pression, on y va, franchement. Une pression qui est importante, évidemment en essayant d'éviter de casser des côtes. Mais il faut maintenir une pression pour maintenir une hémodynamique, c'est-à-dire une tension artérielle, alors que le cœur s'est arrêté. Pendant combien de temps? Jusqu'à l'arrivée des secours, à moins que le patient se réveille et retrouve ses esprits, mais sinon jusqu'à l'arrivée des secours. Si on a la chance de bénéficier d'un défibrillateur. Alors, le défibrillateur, on le montre, hein, voilà. C'est un défibrillateur semi-automatique. Ça veut dire que c'est lui qui décide. On va coller une électrode sur le devant du thorax, une électrode derrière, le relier, et le défibrillateur nous dira voilà. si il faut appuyer sur le bouton rouge pour lancer le choc. C'est lui qui décide. Si c'est le cas, vous appuyez sur le bouton rouge, le choc est lancé, et en défibrillant le patient, on a une chance qu'il revienne à lui. Alors, vous emballez pas, je vous pose la question, le bouche à bouche, on le fait plus. Alors, le bouche à bouche n'est plus à la mode, rassurez-vous, parce qu'en fait, les gens hésitaient et qu'on a vu finalement, la Fédération française de cardiologie nous l'a bien appris, que les 3 gestes, c'était d'abord appeler, masser et défibriller. Et le rythme, on y va, en musique. Le rythme, c'est celui de Staying Alive. Staying Alive. Allez, on vous montre tout de suite. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.